Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous montrer comment coudre Sam, un patron de manteau, un patron de parka ou de veste, disponible dans 2 gammes de taille. Pour les bébés d'abord, de 6 mois à 4 ans, mais aussi pour enfants de 3 à 12 ans. Avec ce patron, vous pouvez réaliser une veste, un blouson, un manteau ou une parka pour filles ou pour garçons. C'est donc un modèle mixte. Le modèle propose 2 longueurs, une courte ou sous les fesses, 4 options de finition au col, sans col, un col rond, un col pointu ou une capuche doublée. Il y a également 2 options d'ouverture, une patte boutonnée ou un zip visible avec parmenture. Sam propose des options de poche. On a au choix une poche charpentier ou une poche arrondie, ainsi qu'une poche poitrine en option. Mais aussi des options de finition. La parka peut être entièrement doublée ou on peut choisir une finition sans doublure avec les coutures ouvertes. On peut ajouter en option un cordon à la capuche. Au niveau des emmanchures, on a des manches montées et au niveau du corps, on a un empiècement épaule devant et dos. Le volume est confortable. En tout cas, comme toujours chez Ikati, il est recommandé de ne pas faire la taille au-dessus. Donc, faites bien un 3 ans pour un enfant de 3 ans au standard de mesure référencé. Enfin, au-delà de toutes les options, ce qui caractérise Sam, ce sont ses belles finitions. D'abord, il y a la parmenture, les coutures surpiquées, si vous décidez de ne pas doubler le corps, ou encore la doublure qui, elle, est prévue avec un pli d'aisance central et en bas de corps. Le niveau de couture du patron Sam est de niveau intermédiaire à avancé. Avec ce modèle, vous apprendrez à monter des poches, assembler une parmenture, un zip, monter un col, monter une capuche et une doublure. Selon le modèle choisi, on est sur une couture plus ou moins technique. Par exemple, une veste sans col, non doublée et avec une patte de boutonnage ne présente aucune difficulté majeure. Si vous doublez la parka, si vous choisissez l'option zip ou un col ou encore la capuche, on sera sur un niveau intermédiaire à avancé. Enfin, si vous cumulez toutes ces options, alors le modèle est alors beaucoup plus technique, de niveau avancé et il prendra surtout plus de temps à confectionner. Il s'adresse à une couturière un peu expérimentée ou à une couturière qui aime les défis. Alors, est-ce qu'on va utiliser une machine classique ou une surjeteuse? On peut monter Sam entièrement à la machine à coudre familiale. Si vous décidez de doubler la parka, aucun besoin de surfiler les pièces, sauf pour les fausses fourrures. Si vous ne doublez pas Sam, il faut surfiler toutes les pièces et l'emploi d'une machine classique avec un point zigzag pour surfiler est possible. Alors bien sûr, l'utilisation d'une surjeteuse pour surfiler toutes les pièces et toutes les lisières d'une parka non doublée est tout de même recommandée afin de vous assurer des finitions presque professionnelles aux lisières de vos pièces. Le modèle Sam est à réaliser en tissé ou même en maille. Selon la saison, on pourra utiliser le tissé, une toile épaisse de coton, un jean, un lin épais comme ici, ou une toile enduite, huilée ou cirée comme ici. C'est une matière que j'aime beaucoup car elle se marbre au frottement et à l'usage, ce qui lui donne un look bien casual, bien vieilli. On peut aussi utiliser des velours côtelés grosse côte comme ici, ou enfin un drap de laine. L'emploi de mailles épaisses est possible, type jean en maille, des éponges bambou épaisses, de la polaire, de la sherpa, ou des fausses fourrures comme ici et comme là.
Alors un petit conseil, si vous choisissez une fausse fourrure maille comme ici, utilisez des aiguilles à jersey, surjetez de préférence les lisières avec une surjeteuse si possible. Sinon, coupez à ras au ciseau les poils des lisières au niveau de la marge de couture, sur 1 cm donc, afin de dégager le travail. Vous n'aurez pas de poils coupés qui se disperseront pendant le travail, et vous pouvez voir la lisière en piquant. Sinon, avec des poils un peu longs, ils se couchent sous le pied presseur et vous gênent la bonne visibilité. Au niveau de la doublure, on suggère une popeline, comme ici, ou un jersey, ou encore une polaire pour le corps, et la capuche également, comme ici, ou simplement du polyester qui va bien glisser. Quoi qu'il en soit, on recommande l'emploi d'une doublure fine polyester pour doubler les manches, afin d'assurer un enfilage facile de la parka à l'usage. Sinon, la doublure accroche au pull, par exemple, et la manche se retourne. Pour l'hiver, il est possible de watiner aussi les manches, pour avoir des manches plus épaisses en particulier si votre corps est doublé en polaire ou en sherpa, et que vos manches le sont en polyester fin. Je l'ai fait ici, sur cette parka en velours côtelé doublé de sherpa coton. J'ai watiné les manches avec une watine et un polyester classique qui ont été matelassés ensemble. Je vous montrerai dans la vidéo comment réaliser ce matelassage, et c'est un matelassé qui est évidemment possible sur tout le corps. En général, on recommande de mettre dans les manches une watine légèrement plus fine qu'au corps. Vous trouverez sur le site d'Icati une offre de tissus pour réaliser les blousons, les parkas, des manteaux, selon les saisons. Alors, en cas d'utilisation de fausses fourrures épaisses, vous pouvez en option faire la parmenture et l'enforme d'eau dans un tissu moins épais, du type une toile plus fine, pour éviter d'avoir beaucoup d'épaisseur au niveau du col, en particulier si vous choisissez comme moi ici, en plus un col en fausse fourrure. Et là franchement j'ai eu un peu de mal à coudre cette partie. L'autre option aurait été de faire un dessous de col en toile également. Bref, il faut réfléchir un peu avant de se lancer dans la coupe de toutes les pièces. Pour résumer, si vous cumulez les matières épaisses, il faut trouver des solutions pour éviter les grosses surépaisseurs au niveau de l'encolure, qui cumulera les épaisseurs du col à double, de la parmenture et du tissu extérieur. Concernant les fournitures, vous aurez besoin de fils coordonnés, de ciseaux, d'épingles ou de pinces, que je trouve très pratique, d'une aiguille pour quelques éventuelles coutures à la main, d'une aiguille à jersey ou stretch pour la machine à coudre ou la surjeteuse si vous piquez des matières en maille, sinon des aiguilles universelles. Enfin, vous aurez besoin de boutons ou de pression pour anorak. On a prévu pas mal de boutons pour fermer Sam. Il est également possible d'en mettre un peu moins. Il vous suffira alors de placer le bouton du haut à l'emplacement donné, puis d'espacer régulièrement tous les boutons suivants selon un calcul que vous choisissez, que vous faites en fait, selon la longueur de votre ouverture. Si vous optez pour le zip, choisissez un zip séparable. Alors attention, les longueurs sont standards dans le commerce et elles passent de 5 en 5 cm, donc 35, 40, etc. Donc si vous choisissez un zip métallique, on peut le raccourcir. Donc je vous invite à ce moment-là à prendre la longueur maximale indiquée dans le tableau des fournitures, selon la taille de la parka que vous choisissez, et vous pourrez adapter la longueur. Sinon, c'est-à-dire si vous choisissez un zip nylon avec des spirales ou des dents plates, eh bien, il vous faudra prendre la longueur minimale du tableau, car on ne peut pas les raccourcir. Votre zip s'arrêtera donc un peu avant le bas de la parka, mais rien de grave à cela. Pour l'option avec capuche, il vous faut éventuellement un cordon d'environ 1,30 m et 2 œillets, ou alors on brodera des boutonnières pour faire passer le cordon. Enfin, il vous faudra un morceau de toile fine thermocollante pour renforcer les parmentures, les dessous de col et éventuellement renforcer la patte de boutonnage si vous choisissez le boutonnage. Les marges de couture sont de 1 cm pour Sam dans tous les âges. Alors, sauf au niveau des ourlets, où on a prévu 5 cm de marge d'ourlet. Au niveau de l'assemblage des pièces, on recommande d'utiliser le point droit de la machine à coudre pour toutes les piqûres d'assemblage de matière tissée. Sinon,
utilisez plutôt le point stretch de votre machine pour les mailles, par exemple les fausses fourrures. Si vous montez par exemple un extérieur en tissé comme ici, alors on assemble les pièces entre elles au point droit. Si on fait une doublure en maille, alors pour les pièces de la doublure entre elles, on utilise le point stretch. Et lorsque l'on assemblera l'extérieur et la doublure, alors on utilisera le point droit. J'ai ici un cas particulier avec l'utilisation d'un velours côtelé hyper stretch. Donc au départ, c'est un tissé, donc je pourrais le coudre au point droit. Mais étant en stretch, si je veux garder toute l'extensibilité au niveau des coutures, je pourrais alors utiliser un point stretch pour assembler les pièces entre elles aussi. On va vous montrer le montage de deux vêtements différents. L'une sera une parka bébé de demi-saison en velours non doublé, avec zip et capuche qui, elle, est doublée, et une veste en maille épaisse de type lainage ou fausse fourrure, avec boutonnage devant et col rond. La veste sera entièrement doublée de viscose imprimée, dans un motif exclusif d'Icati qui a été créé et imprimé dans la région lyonnaise. Voilà, alors on a surfilé toutes les pièces du velours côtelé pour la parka, ainsi que la maille épaisse pour la veste. Et on vous montrera le montage en parallèle des deux vêtements à chaque étape. On a entoilé les parmentures des deux vêtements et on recommande de ne pas entoiler les marges de couture pour vous éviter les surépaisseurs. Pour la parka qui sera avec un zip, la parmenture est coupée plus étroite. On entoile aussi l'enforme dos, une des pièces de col en cas d'option col, donc là encore, sans marge de couture pour éviter les surépaisseurs. On va entoiler aussi l'intérieur, l'envers des revers de poche, pour des matières un peu fines ou très souples et pour donner de la tenue. En option, on entoilera aussi les devants, donc l'envers des devants qui seront avec des boutons. Vous pouvez ajouter une bande de thermocollant sur l'envers des deux pièces devant, sur environ 5 cm, mais c'est facultatif. En cas de capuche avec cordon dans une coulisse, on va entoiler sur l'envers le bas des deux pièces capuche. On entoilera l'envers du tissu principal dans la petite zone où sera brodée une boutonnière ou fixer un œillet pour faire passer le cordon. On va placer alors un repère de boutonnière ou d'œillet à 3 cm horizontalement et 4 cm verticalement des bords de capuche. Et on va entoiler un petit carré de 3 par 3 cm par exemple, sur cette zone. Alors pour des matières un peu extensibles et compactes, comme ici cette fausse fourrure rose, il est à noter qu'elles ont toujours une tendance à se rétracter à la coupe. Donc vous aurez des pièces un petit peu plus petites ou raccourcies, en particulier si vous les thermocollez. Donc dans ces cas-là, il suffira de détendre la matière en tirant ou à ajouter un demi à 1 cm de longueur à votre pièce au moment de la coupe. Comme par exemple ici, sur la parmenture entoilée, on aurait pu rallonger la pièce à la coupe de 1,5 à 1 cm. En préambule, il est à noter que les poches de la version courte sont plutôt hautes. Vous pouvez les réduire de 2 à 3 cm en hauteur si vous préférez modifier le look, ou vous pouvez aussi basculer les poches avec des ouvertures sur le côté plutôt que sur le haut. Ainsi, on insérera les mains sur le côté. Moi, je vais les faire un peu plus petites sur cette version. On a surfilé ou surjeté les contours de poche. On va vous donner une petite astuce. Si vous faites les poches arrondies en bas, au niveau de l'arrondi, on va passer un fil de fronce à la main, puis tirer pour former les petites fronces dans l'arrondi, ou alors à la surjeteuse, on commence tranquillement et au niveau de l'arrondi, on va mettre le différentiel sur 2, puis on va repasser sur le réglage neutre et ainsi vos arrondis seront déjà préformés car le différentiel aura froncé la marge de couture. Sur les fausses fourrures en maille, cette technique est peu efficace, mais franchement sur des tissés, c'est très utile. On va plier endroit contre endroit le rabat d'entrée des poches qui ont été entoilés sur l'envers pour les matières fines. Puis on va aligner les lisières côté, épingler et piquer à 1 cm les marges de couture des lisières côté.
Je vous montre sur les deux formes de poche. Ici l'arrondi et là la charpentier. On a cousu une poche de chaque pour vous montrer. On va dégarnir éventuellement les marges aux angles. Et puis, on rabattra le rabat envers contre envers à l'intérieur de la poche. Et on repassera pour les matières qui le permettent. On va marquer et repasser les rentrées de 1 cm sur les autres côtés des poches. Alors attention, le repassage n'est pas toujours possible. Pour des matières en fausse fourrure par exemple, le repassage est même proscrit au risque de brûler la matière synthétique. Pour vous aider, on vous recommande d'utiliser éventuellement des gabarits de poche en carton. On prend la même forme que la poche mais sans les marges de couture, ce qui va permettre de repasser et de former des rentrées facilement. Aux angles des poches, il va falloir cranter. En cas de poches arrondies, on va cranter les arrondis si besoin. Je l'ai fait, mais vous voyez que vous n'en avez pas besoin si vous avez froncé les marges de couture en arrondi. Les angles et les arrondis doivent être bien marqués et éventuellement repassés. Vérifiez bien que vos poches sont bien symétriques. On va placer les poches aux emplacements marqués sur le patron, envers contre endroit du devant. Alors, sauf pour la version courte sans doublure, pour laquelle les poches du bas seront cousues à la fin de l'ouvrage, après avoir fait l'ourlet du bas du vêtement. Sinon, la piqûre d'ourlet traverserait la poche. Vous voyez ici, on a posé la poche à la fin. Dans les autres cas, on a placé les poches selon les repères et on va épingler. On suggère de bâtir en option pour que rien ne bouge, et c'est ce que j'ai fait sur la version là. Puis on piquera à 2-3 mm le contour des poches. Hors ouverture de poche qui évidemment doivent rester non cousues. Vous pouvez renforcer les entrées de poche par des coutures en forme de triangle. Et bien entendu, vous répétez sur les autres poches, devant ou dos. Pour la version courte, ce sont les pièces de patron numéro 1S. Les poches prévues sont plutôt grandes et hautes. C'est un choix stylistique, mais vous pouvez les réduire, comme je le disais précédemment, de 2 à 3 cm en hauteur, si vous préférez modifier le look, ou encore basculer les poches avec des ouvertures sur le côté plutôt que sur le haut. Ainsi, on insérera les mains sur le côté. Encore une fois, il est important lors de la couture de la deuxième poche de vérifier que vous êtes bien symétrique. Et là encore, renforcez les ouvertures de poche avec une piqûre en triangle ou quelques points d'arrêt en aller-retour. On va monter la veste ou la parka dans le tissu principal. On va placer endroit contre endroit les pièces dos ensemble. On aligne les lisières, puis on épingle et on piquera à 1 cm. Voilà, on a piqué. On va ouvrir les coutures au fer ou au doigt selon la matière utilisée. Pour la fausse fourrure rose ici, je ne peux pas repasser. Ensuite, on va aligner endroit contre endroit la lisière haute des pièces dos et la lisière basse de la pièce dos numéro 3. On va épingler et on piquera à 1 cm. Évidemment, on ouvrira les coutures au fer ou au doigt. En option, pour la version sans doublure, on va surpiquer les marges de couture ouvertes à 2 mm de chaque côté. Alors d'abord pour renforcer la tenue et donner un look casual et très sportswear à cette pièce. On l'a fait ici, sur une pièce d'un blouson en toile huilée. Sur le velours côtelé, par contre, cela se voit évidemment un peu moins. Alors maintenant, on va placer endroit contre endroit, un devant et un dos, en alignant les coutures d'empiècement. Comme vous pouvez le voir, les épaules sont déportées avec l'empiècement dos devant. On va épingler et on piquera à 1 cm. Alors voilà, on a piqué, on ouvre les coutures au fer et on repasse, ou on finit simplement au doigt. En option, pour la version sans doublure, on a surpiqué les marges ouvertes à 2 mm de chaque côté pour renforcer la tenue.
On va maintenant assembler les coutures côté. On aligne pour cela endroit contre endroit les lisières de chaque côté, on épingle et on va piquer à 1 cm, puis on ouvrira les coutures. En option, on surpiquera les marges de couture à 2 mm de chaque côté pour renforcer la tenue. Pour assembler les manches, on a piqué en préambule 2 lignes de fil de fronce parallèles dans la marge de couture des têtes de manche, et ceci entre les repères. On va aligner endroit contre endroit les lisières des dessous de manche, on va épingler et on piquera à 1 cm, sans oublier d'ouvrir les coutures. On vous montre sur l'autre manche qui est déjà montée. On va maintenant retourner la manche sur l'endroit visible et on va insérer cette manche dans la veste endroit contre endroit. Puis on va aligner endroit contre endroit la tête de manche à l'emmanchure. On va caler d'abord les repères milieu de la tête de manche, les repères de la position, on va dire réelle des épaules sur la pièce numéro 3, puis les repères devant et dos. On épingle. Et on va réduire l'embut en tirant sur les fils de fronce. Quand tout est bien épinglé, on piquera à 1 cm. Évidemment, on ouvrira les coutures au fer ou au doigt. Pour finir avec cette étape de montage du corps dans le tissu principal, on a marqué au doigt ou au fer des rentrées de 5 cm en bas du corps et en bas des manches. Moi je suggère de tenir à la base par des épingles, comme je vous le montre ici. Alors, en cas d'option sans colle, on va passer directement aux étapes du chapitre suivant, qui s'appelle « Préparer la parmenture » et, en option, la doublure. Pour l'option capuche, qui est systématiquement doublée, on va former la capuche d'abord en tissu principal. Ici, on le fait sur la petite parka en velours. On va placer endroit contre endroit la bande centrale capuche avec un côté de la capuche en alignant les repères. On épingle et on pique à 1 cm. Voilà, on a piqué. Maintenant, on va cranter puis ouvrir les coutures au fer et au doigt. Et on a répété en symétrie avec l'autre côté de la capuche. On a aligné les lisières en s'aidant des repères de montage. On a épinglé, on a piqué à 1 cm. On a également cranté et ouvert les coutures. Et en cas d'insertion d'un cordon, on va broder des boutonnières ou poser des œillets à l'entrée de la capuche à 3 cm de l'ouverture de la capuche et 4 cm du bas. Voilà ce que j'ai fait ici. On a maintenant monté la doublure capuche en répétant le montage précédent. Et là, on n'a pas besoin de boutonnière ou d'œillet sur la doublure. On va aligner endroit contre endroit la capuche et sa doublure par l'ouverture de la capuche uniquement. Puis on épingle et on piquera à 1 cm. Voilà, on a piqué. On va maintenant écarter la capuche de sa doublure, coucher les marges sous la doublure et on va faire une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on va piquer les marges de couture à la doublure à 2 mm de la couture.
Ensuite, on va rabattre la doublure envers contre envers dans la capuche, éventuellement repasser, et surpiquer la capuche et la doublure à 3 cm du bord tout le long de l'ouverture. On place maintenant endroit contre endroit le bas de la capuche et sa doublure à l'encolure selon les repères. On va épingler et on piquera à 1 cm. Donc voilà, on a piqué. En cas de cordon, celui-ci sera inséré en fin d'ouvrage. Pour l'option col, on montera de la même façon un col pointu ou un col rond. On a thermocollé l'envers d'un dessous de col, qu'il soit rond ou qu'il soit pointu, et on va placer endroit contre endroit les deux cols ronds ou les deux cols pointus ensemble, et on va les piquer sur les deux petits côtés ainsi que la longueur extérieure à 1 cm. Alors pour le col pointu, il faut bien marquer une piqûre en angle pointu. La marge de couture a été arrondie, mais il faut piquer en angle en laissant l'aiguille plantée dans le tissu à l'angle. On soulève le pied presseur de la machine, on fait tourner le tissu autour de l'aiguille, on rabaisse le pied et on continue la piqûre en angle. On va maintenant dégarnir les angles pour le col pointu et cranter le pourtour. Et ça, c'est valable pour les cols pointus et aussi pour les cols ronds. On va retourner le col sur l'endroit en prenant soin de bien retourner les angles du col pointu que l'on a marqué au doigt en préambule. Pour le col rond, c'est pareil, on va marquer la courbe et repasser ou marquer au doigt sur une matière qui ne supporte pas évidemment le repassage. Alors moi, je vais monter le col rond sur la veste en fausse fourrure rose ici. On va placer le dessous de col, c'est celui qui est thermocollé sur l'envers, endroit contre endroit avec le vêtement, et on va épingler les 3 épaisseurs tout le long de l'encolure en faisant correspondre les repères. Puis, évidemment, on piquera à 5 mm cette fois-ci dans la marge de couture pour tenir le col en place. Voilà, on a piqué. On va marquer une cassure au col à 3-4 cm du bas, comme on vous le montre ici. En cas de version non doublée, on va placer endroit contre endroit les pièces parmenture devant et l'enforme dos ensemble. On va aligner les lisières épaules, on épingle et on va piquer à 1 cm. Voilà, on a piqué, on va ouvrir les coutures au fer ou au doigt et on va passer directement à la rubrique montage du zip ou assemblage au corps sans zip, sans même regarder les autres options, car vous ne doublez pas votre parka. En cas de doublure ici, pour notre veste en extérieur fausse fourrure, on va plier la doublure dos en deux, la pièce 2B, endroit contre endroit, dans sa hauteur.
On va ainsi former un pli d'aisance en piquant le long de la ligne de pli d'aisance indiquée sur le patron, et on va piquer à partir du bas jusqu'à 8 cm de la lisière basse. Puis on va piquer du haut jusqu'au repère d'arrêt de couture, environ à 6 cm de la lisière haute. Ensuite, on écarte les plis creux, on repasse éventuellement, et on pique dans les marges de couture à 5 mm pour les tenir en place en option. Alors voilà, on a piqué ou épinglé et on va maintenant aligner endroit contre endroit les lisières de la doublure dos et de l'enforme dos, pièce numéro 6. Alors on se base évidemment sur les repères. On va épingler les parties courbes opposées en commençant par les milieux ensemble, puis les extrémités ensemble et enfin entre les deux. On va aligner les courbes opposées en déformant légèrement la doublure et on épingle soigneusement. On a piqué le long à 1 cm, on va maintenant cranter dans les marges le long de l'arrondi. Puis on couchera les marges vers l'envers de la doublure. On relèvera l'enforme dos avec l'endroit visible. On va aligner endroit contre endroit les lisières de chaque doublure devant et la parmenture selon les repères. On commence à épingler en alignant les hauts, puis le long des lisières courbes, puis les milieux jusqu'en bas en déformant légèrement. On va ensuite piquer le long à 1 cm en vous arrêtant à environ 10 cm du bas et normalement il y a un repère par âge selon la longueur de la veste de la pièce numéro 5. Voilà, on a piqué, on va cranter dans la marge au niveau des arrondis, on va coucher au fer ou au doigt les marges vers l'envers de la doublure. On va maintenant placer endroit contre endroit les parmentures doublure devant et dos. On va aligner les lisières épaules ensemble et les côtés ensemble. On épingle et on piquera à 1 cm. On a piqué et ouvert les coutures au fer. On va s'occuper maintenant des doublures de manches. Alors ici, elles sont en viscose. L'important, c'est d'avoir des manches en tissu glissant pour faciliter l'enfilage et le déshabillage sans que les manches se retournent. Alors, je vous montrerai dans la séquence suivante comment matelasser des doublures de manches. Mais ici, on a choisi des doublures de manches en simple épaisseur. Alors, on a d'abord assemblé les doublures manches, tout simplement comme on l'avait fait pour les manches en tissu extérieur, endroit contre endroit et piqué en dessous de manche, sauf que on va laisser une ouverture de 20 cm dans une des coutures de manche doublure donc. On a aussi fait des fils de fronce en haut de la tête de manche pour pouvoir résorber l'embut. Et moi, j'ai déjà assemblé une manche doublure au corps doublure pour vous montrer. Vous, de votre côté, vous allez faire de même avec la seconde manche doublure, celle qui a l'ouverture. Alors, je vais vous montrer ici comment ouatiner et matelasser une doublure. Alors, c'est une technique qui n'est pas détaillée dans le livret d'instructions, mais qui est uniquement montrée ici dans la vidéo. Alors, pourquoi on ouatine et on matelasse? En général, quand on a un corps doublé en matière épaisse type polaire ou sherpa comme ici, on ne peut pas utiliser cette polaire pour les manches. Donc, on va utiliser une doublure basique en polyester au niveau des manches. Cette matière est fine. Et si vous voulez avoir des manches chaudes et d'un poids ou on va dire d'un aspect aussi volumineux que le corps, on va devoir ajouter une ouatine à la doublure des manches.
Alors donc, moi j'ai pris 2 manches en polyester. Je vais couper la pièce de doublure de manche également en watine. Alors ici, ma watine est d'un poids moyen. Mais je vais surtout retailler pour ne pas avoir de marge de couture sur la watine. Et ainsi, je vais éviter les surépaisseurs aux coutures de lisière. Je vais marquer les repères de matelassage. Alors ça, je les marque en fait sur la doublure en polyester. Et on peut faire aussi les formes que l'on désire, des losanges, des carrés, des vagues. Mais pour des doublures de manches qu'on ne verra pas, moi je vais choisir la simplicité et faire un matelassage en ligne parallèle. Je vais donc marquer avec un stylo spécial textile sur l'endroit de ma doublure des lignes espacées. Alors moi j'ai choisi de 5 cm environ, mais évidemment c'est libre. En fait, si vous souhaitez un matelassage assez serré et donc une watine plus écrasée, vous allez faire plus de lignes, donc avec un espace moins important. Donc si vous faites peu de lignes de matelassage, votre watine sera plus gonflante. Voilà, maintenant que les lignes sont tracées, je vais poser la watine. Alors la watine, elle, n'a pas d'envers ou d'endroit, mais on va placer cette watine sur l'envers de la doublure de manche, comme ceci. Je vais positionner des épingles pour tenir les 2 épaisseurs ensemble. Puis je vais retourner le travail endroit visible et je vais épingler régulièrement au niveau des lignes de matelassage. Et moi, je pose les épingles de façon perpendiculaire pour pouvoir piquer directement. Et ensuite, on va piquer le long des lignes parallèles, comme je l'ai fait ici. En fait, c'est pas très long à faire, ça va assez vite, et on fait bien des points d'arrêt en début et en fin de chaque ligne. Et bien voilà, il ne nous restera plus qu'à fermer le dessous de manche en laissant une ouverture sur l'une des deux, comme on vous a montré avant. Et puis ensuite, vous montrez ces doublures de manches watinées à la doublure du corps. Je vais vous montrer aussi ici ce que cela donne sur une autre parka Sam que j'ai faite pour du 12 mois. Alors le poids est plutôt moyen et bien proportionné par rapport au corps qui est vraiment en sherpa épaisse. La doublure est donc elle est plutôt chaude, elle est gonflante et elle reste glissante pour l'enfilage. Évidemment, rien ne nous empêcherait de watiner et de matelasser la doublure d'un corps également, si cette doublure est en popeline ou en polyester ou encore en viscose. Je vous montre ici un dos watiné et matelassé. Là, j'ai pris un 12 mois. Il faut alors couper 2 morceaux de watine de la forme d'un demi-dos, car le pli d'aisance de votre doublure doit vraiment rester libre, sans matelassage, parce que ça le bloquerait. On a dessiné des lignes de matelassage sur la doublure dos, bien entendu avant de faire la couture du pli d'aisance, et on a bien dessiné de chaque côté de cette valeur de pli d'aisance. Donc on a bien coupé 2 demi-dos sans valeur de couture, ainsi, et on a ensuite appliqué la watine sur la doublure dos en vert, de chaque côté en symétrie par rapport à cette valeur de pli d'aisance. On a épinglé, on a piqué pour former ce matelassage, et il nous restera à former le pli d'aisance sur le haut et le bas de la doublure non matelassée. Alors ensuite, évidemment, il faudra faire le matelassage des doublures devant, sans aucune difficulté particulière, et on va procéder comme pour les manches, par un matelassage total, toujours hors marge de couture. Donc je ne vous montre pas ici le matelassage des doublures devant en vidéo. Alors on va d'abord ouvrir le zip séparable, on va aligner la partie gauche du zip lorsque le vêtement est porté, endroit contre endroit, à l'ouverture devant gauche, toujours pour le vêtement porté. La lisière de la tresse du zip est alignée à la lisière du vêtement et donc les dents du zip sont plutôt à l'intérieur du vêtement. On va placer la bague d'arrêt du zip à environ 2 cm de la lisière d'encolure. On va épingler tout le long et on va replier le haut de la tresse vers l'extérieur, comme ça.
On va épingler et on va piquer la tresse le long à environ 5 mm du bord. Et là, pour ça, il faudra utiliser un pied spécial, fermeture à glissière. Donc, vous n'oublierez pas pour la tirette de zip, on laisse l'aiguille plantée. Je ne vous le montre pas là, mais on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on soulève le pied presseur, on avance la tirette de zip, on la déplace et on rebaisse le pied presseur pour continuer la piqûre sans encombre. Donc maintenant, on va fermer le zip avec l'autre partie afin de bien positionner et on va épingler cette autre partie au devant droit. On va aligner les lisières hautes du vêtement pour caler le placement de la bague d'arrêt au niveau de la partie droite. Alors en principe, évidemment, c'est à 2 cm du haut également. On va épingler le haut de la tresse du zip, puis on sépare de nouveau les zips en deux. Et on va terminer l'épinglage de la tresse du zip tout le long. De même qu'on l'avait fait de l'autre côté, on va rentrer le haut de la tresse en surplus et on va piquer à 5 mm tout le long. En cas de version non doublée, on va aligner endroit contre endroit l'ensemble parmenturé en forme d'O le long des lisières de la veste selon les crans de montage. On va commencer de préférence à épingler d'abord au milieu d'O, puis le long de chaque parmenture, et on piquera à 1 cm tout le tour. Moi, en général, je commence par le bas, mais je vous recommande plutôt de commencer par le milieu d'O. Le col ou la capuche sont donc pris en sandwich entre la veste et la parmenture. Si vous avez posé un zip, cette piqûre devra se faire avec un pied presseur spécial, fermeture à glissière. Vous pouvez évidemment bâtir avant de piquer, pour être vraiment sûr que rien ne bouge durant la piqûre à la machine. Voilà, on a piqué. Il faut maintenant cranter dans l'arrondi de l'encolure et de la parmenture. Puis, on va dégarnir les angles du haut des parmentures. On avait piqué aussi le bas des parmentures au niveau du décroché de l'ourlet de la veste. On va dégarnir l'angle et retourner la parmenture et l'enforme d'O envers contre envers dans la veste. Au niveau de l'enforme d'O, on va coucher les marges sous cette enforme et on va sous-piquer l'enforme aux marges de couture. Alors, en général, on fait une piqûre à 2-3 mm. On peut aussi réaliser une piqûre baguée entre l'enforme et l'envers du tissu extérieur. Donc une piqûre baguée, je vous montre ici, ce sont des points vraiment lâches, invisibles, qui vont permettre une bonne tenue de l'enforme contre le dos. Ici, moi, j'ai fait carrément la sous-piqûre et la piqûre baguée pour que l'enforme se positionne vraiment très bien. Je vais baguer un des côtés que je vous montre et je ferai l'autre après la vidéo. Alors, en retournant les parmentures, l'ourlet de la veste a été entraîné vers l'envers du vêtement au niveau des décrochés. Pour les ourlets, on va réaliser un ourlet simple de 5 cm piqué en bas de manche et de veste.
ou on va réaliser un ourlet double avec un rentré d'abord de 1 cm, puis un de 4 cm et on va piquer environ à 3,5 cm. Si comme moi, vous avez déjà cousu les poches, il faudra arrêter la couture de l'ourlet avant d'atteindre le bas des poches et reprendre après la poche afin d'éviter de surpiquer les poches ici. Par exemple, sur cette taille-là, on risquerait de surpiquer. Donc je vais finir moi à la main mon ourlet au niveau des poches. Et finalement, on fera également les ourlets en bas de manche. Alors pour la petite parka ici en 12 mois qui est non doublée, je vais plutôt faire les ourlets de bas de manche à la main avec quelques points glissés, car l'ourlet vraiment est large et le bas des manches est un peu étroit pour mon pied presseur. Alors en cas de doublure, on va aligner et assembler le bas de la doublure avec le bas de la veste, endroit contre endroit. On démarre devant, à l'angle du décroché, puis on va épingler tout le long jusqu'à l'autre décroché. Et on piquera à 1 cm d'un angle à l'angle opposé. Voilà, on a piqué, on va maintenant rabattre la parmenture et la placer sous la doublure, endroit contre endroit. Ensuite, on va écarter la doublure de la veste et donc celle-ci se trouve séparée en fait du corps de la veste, du tissu extérieur. Alors voilà, là c'est la partie un petit peu technique de ce montage, hein, rien de non plus très compliqué. Donc on va réaliser un rempli d'aisance. Pour cela, on va faire coïncider l'angle intérieur de l'ourlet de la veste, à 1 cm avec la marge de couture, avec l'angle inférieur de la parmenture. La doublure va présenter alors un excès de tissu. Je vous montre un peu en gros plan et surtout je vais refaire la manipulation une deuxième fois pour bien vous montrer. Donc on va faire coïncider l'angle intérieur de l'ourlet de la veste avec l'angle inférieur de la parmenture et la doublure va donc présenter un excès de tissu que nous allons rabattre. On va replier ce surplus de tissu de la doublure sous l'ourlet de la veste afin de mettre le tout bien à plat entre le repère et le bas de la parmenture. On va épingler et on piquera en démarrant du repère jusqu'à l'angle intérieur de l'ourlet à 1 cm. Alors voilà, on a piqué des deux côtés. On va cranter l'angle de l'ourlet du devant sans couper dans la parmenture. Et évidemment, on va répéter en symétrie. Alors maintenant que c'est fait, on va redéployer la parmenture à côté de la doublure. Puis on va placer endroit contre endroit la veste contre la doublure et la parmenture. On va épingler les lisières et surtout n'hésitez pas à bâtir tout le long pour faciliter la piqûre, surtout si vous avez un zip en fermeture. Et justement, en cas de version avec zip, la fermeture à glissière va être prise en sandwich
entre la parmenture et le corps extérieur. Il faudra alors utiliser un pied presseur spécial pour zip pour réaliser cette piqûre. Une fois qu'on a tout épinglé et bâti, on va piquer le bas de la parmenture et du devant en remontant tout le long, en passant par l'encolure, en redescendant sur l'autre parmenture jusqu'en bas du devant. On a piqué et on en a profité pour piquer dans la foulée la parmenture, l'enforme d'eau au dos du vêtement et de redescendre la piqûre le long de la parmenture jusqu'en bas. Le col donc ou la capuche sont alors pris en sandwich. Et n'oubliez pas, vous aurez pas mal d'épaisseur au niveau du col. Le col est à double, vous avez la parmenture et vous avez le tissu extérieur. Donc évidemment, si vous avez utilisé des matières très épaisses, des fausses fourrures, il vous faudra une machine avec un bon moteur et je recommande un pied double entraînement. Une fois qu'on a piqué, on va dégarnir les angles en haut des parmentures. Puis, on va cranter les marges de couture dans l'encolure en option. On va préformer au doigt les angles en repliant les marges de couture des angles et on va retourner. Il faut maintenant baguer ou glacer le bas de la veste. Alors, il s'agit en fait de réaliser un point bagué. Il faut vraiment veiller à ce que votre point soit suffisamment lâche et donc on fait ce point lâche à environ 2 cm du bord pour maintenir en position l'ourlet au bas de la veste et éviter qu'il baille. On va donc reformer l'ourlet et on pique un fil invisible tout le tour pour fixer l'ourlet sur l'envers du tissu principal. Ce fil ne doit pas se voir de l'extérieur, donc on prend vraiment les fils à la surface de la matière. On a fini de baguer, donc maintenant on va reformer au fer ou au doigt l'ourlet de 5 cm en bas des manches du tissu extérieur. Puis on va sortir les manches du corps. Ensuite, on aligne les manches, extérieures et également manches doublure, en verre visible, bien à plat, pour ne pas les faire vriller. Alors attention à bien faire coïncider le bas des coutures de dessous de manche, endroit contre endroit. Et alors, on va épingler ensemble. Maintenant, on va enfiler le bas endroit de la doublure tout le long de l'endroit de l'ourlet de bas de manche extérieur. C'est un peu délicat et surtout un peu inhabituel, mais ça se fait bien et tranquillement, on va épingler endroit contre endroit tout le tour. Alors on parle bien d'épingler le tour des lisières doublures et des rentrées d'ourlet. Enfin, on piquera 1 cm du bord, ces lisières doublures et le rentré de l'ourlet seulement. Attention, on ne pique pas le tissu extérieur de la manche, il n'y a bien que 2 épaisseurs piquées ensemble. Voilà, on a piqué, on obtient une sorte de tube. Il faut maintenant baguer l'ourlet de la manche extérieure, comme on l'a fait précédemment, à 2 cm du haut de l'ourlet. Et évidemment, on va répéter sur l'autre manche. On va enfin remettre la veste sur l'endroit en repassant l'ensemble par l'ouverture de la doublure de manche.
Alors, il vous faut bien marquer les angles avant de retourner. Et une précision pour les petites tailles bébés, si vous utilisez des matières épaisses comme je l'ai fait sur la parka velours grosse côte, doublée de sherpa et manches watinées, vous aurez beaucoup de mal à retourner la parka par l'ouverture laissée dans la doublure de la manche. Alors d'ailleurs, je n'y suis pas arrivée, donc j'ai fini par ouvrir le bas de la doublure du corps sur 15-20 cm pour pouvoir retourner aisément, et j'ai fini par refermer à la main par quelques points glissés. Dans tous les cas, il vous restera à refermer l'ouverture laissée dans la manche en doublure. Alors pour cela, on va replier les marges de couture endroit contre endroit, on va superposer les rentrées et on va surpiquer à 2 mm. Alors, au niveau des finitions, pour les versions avec patte de boutonnage, on va marquer les emplacements des boutonnières sur la partie droite au porté pour les filles et on inverse pour les garçons. Et puis, on va broder les boutonnières. Ensuite, on placera les boutons vis-à-vis. En cas de capuche avec cordon, on va insérer le cordon dans le tunnel en passant une épingle de sûreté piquée à une extrémité de votre cordon par la boutonnière ou l'œillet d'un côté de la capuche. On va ressortir par la boutonnière ou l'œillet opposé et on va former un nœud à chaque bout. Moi, je vous invite à piquer le cordon à travers les épaisseurs, tout en haut de la capuche, à son sommet, pour bien tenir le cordon en place et éviter qu'on tire dessus et qu'il ne ressorte de son tunnel. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez donc monter maintenant Sam par vos propres moyens. Allez, à vous de jouer, à bientôt!